Bonjour à tous et bienvenue. Le premier acte fondateur de cette nouvelle FFSA, cette rencontre avec vous, qui êtes les acteurs qui faites le sport automobile français au quotidien. Vous êtes déjà 80 personnes à regarder ce live Facebook, alors même qu'on était sur la mire. C'est très encourageant. On va vous présenter les 3 personnes qui vont répondre à vos questions aujourd'hui. Et le meilleur moyen finalement de les présenter, eh bien, c'est qu'elles se présentent elles-mêmes. Et on va commencer. Alors, il y a un micro qui s'est ouvert là-bas et qu'on va couper. Pardonnez-moi. On va commencer par celui qui est finalement l'âme de cette liste pour la présidence de la nouvelle FFSA, celui qui est également le non connu, la tête de liste, la locomotive. Bernard Darniche est avec nous. Bonjour Bernard. Et bonjour Eric et bonjour à tous surtout. Alors, c'est vraiment 80 personnes déjà, je trouve ça extraordinaire avant qu'on ait commencé, vraiment. Ouais. Alors, je vais vous poser, et je vous poserai à chacun des 3, parce qu'on va avoir 3 intervenants aujourd'hui, je vous poserai à chacun des 3 la même question. Pourquoi vous et pourquoi maintenant? Je vais vous demander, pour qu'on rentre bien dans le truc tout de suite, de faire, s'il vous plaît, des réponses courtes. On commence par vous, Bernard. Moi, tout simplement parce que Jean-Paul et Yvon Léon m'ont demandé de prendre la tête de ce groupe d'individus, mais d'individus au sens large du terme. Il y a tellement de personnes en France qui ont envie que les choses s'améliorent, se changent, se simplifient, que je me suis trouvé au milieu. J'ai répondu oui instantanément. Je n'avais jamais pensé, évidemment, de ma vie, un jour, pouvoir imaginer être président de la Fédération française des sports automobiles. C'est pas un but. J'ai vécu, ma vie a changé et elle est devenue privilégiée grâce à la compétition automobile. La moindre des choses que je puisse faire quand ma vie commence à être plus la même qu'avant, c'est au minimum d'essayer de rendre ce que cette discipline m'a donné pour que les jeunes puissent mieux vivre leur passion. C'est assez simple en fait, il n'y a rien de mystérieux derrière tout ça. La deuxième personne qui va être chargée de répondre à vos questions aujourd'hui, c'est peut-être l'homme qui de tous en sait le plus sur cette nouvelle FFSA, dans la mesure où c'est lui qui a eu l'idée de ce projet, et c'est lui qui l'a porté sur les fonds baptismaux, et c'est lui qui au quotidien se bat pour le défendre. Jean-Paul Calmus, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Jean-Paul, même question qu'à Bernard, même motif, même punition. Pourquoi vous et pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Bien simplement parce qu'il y a une bonne 50aine d'années que je suis dans le sport automobile et que je ne l'ai jamais quitté. J'y ai été comme pilote amateur, j'y ai été comme journaliste, j'y ai été comme promoteur d'un championnat de France, celui de la montagne, parce que la course de côte, ça a toujours été mon truc dans le sport automobile. J'ai goûté un peu à autre chose, et c'était ça ma discipline de cœur. Et au fil des années, j'ai vu beaucoup de choses dans le sport automobile, et j'ai vu ces dernières années de plus en plus de choses qui ne me plaisaient pas beaucoup dans le sport automobile, qui me plaisaient de moins en moins. Et je me suis mis à réfléchir à des solutions pour que ça aille mieux. Et puis là-dessus est arrivé le confinement. Au lieu de repartir tous vers nos occupations habituelles, nous avons eu encore plus de temps pour réfléchir, pour échanger des idées avec d'autres. Et puis, lorsqu'on se retrouve un groupe avec les mêmes idées et la même envie de changer les choses, eh bien, ça enclenche une mécanique, et c'est une belle aventure. Merci Jean-Paul. Vous restez bien entendu avec nous, et on va se tourner maintenant vers le troisième, le plus jeune. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas, lui, si vous connaissiez bien les deux autres. Il s'appelle Nicolas Bruvet. Pourquoi Nicolas est-il avec nous aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous a semblé que, en termes d'équilibre, il fallait quelqu'un comme lui, quelqu'un qui, finalement, soit un petit peu le reflet de ce qu'est le sport automobile français, dans la mesure où, Nicolas, je vais vous laisser la parole, Nicolas, c'est vous qui représentez un petit peu le sport automobile français au sens large du terme. Ma question sera la même, Nicolas, et je vous demande d'y répondre. Pourquoi vous et pourquoi maintenant?
Bonjour. J'ai eu la chance de pratiquer le sport auto dans diverses disciplines et depuis quelques années, je suis devenu bénévole au sein du NASA qui organise une épreuve majeure de l'ouest de la France. Cela fait des années que je constate, comme de nombreuses personnes, les dérives de notre sport qui s'éloignent petit à petit du monde amateur avec des frais qui explosent, autant pour les équipages que pour les organisateurs. Je ne pouvais rester sans rien faire et laisser le sport auto français continuer de mourir petit à petit. Donc j'ai décidé de m'engager aux côtés de la nouvelle fédération pour faire bouger les choses et donner au sport auto français un nouveau départ. Merci Nicolas, vous resterez avec nous bien sûr pendant toute cette heure. Alors on va rester ensemble pendant 1 heure et je vais vous présenter la dernière personne, vous l'avez peut-être vue dans un coin de votre écran, elle s'appelle Diane et Diane elle a énormément travaillé, je vais lui ouvrir son micro moi-même. Diane, elle a énormément travaillé sur les questions que vous posez. Si elle peut ouvrir son micro elle-même d'ailleurs, ça m'arrangerait parce que je n'arrive pas à ouvrir son micro. Voilà. Diane, merci d'être avec nous. Vous avez énormément travaillé en lisant les questions sur Facebook et on a dégagé tout un tas de questions, je crois une vingtaine de questions qu'on posera simultanément à chacun de nos 3 hôtes d'aujourd'hui, mais dans le sens de 4 grandes thématiques qui sont plus proches des licenciés, moins compliquées, moins chères et plus juste aussi. Ce sont les 4 grandes idées de ce programme. Diane, on va peut-être tout de suite commencer par vous. Vous avez plein de questions. Merci d'être avec nous d'abord. De rien, un plaisir. Voilà. Voilà. Eh ben c'est à vous de jouer. Alors, je vous demanderai, pour qu'il y ait une espèce de fluidité dans les échanges, je vous demanderai, Diane, de citer la personne à qui vous posez la question et, si vous l'avez, le nom de la personne qui a posé la question. C'est à vous, Diane, on attaque. Voilà, bonsoir à tous. Déjà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans le choix des questions. Donc, c'est assez varié, mais voilà, je vous les livre telles qu'elles ont été formulées. Donc, il y a une question de Pierre qui demande: comment envisagez-vous de participer à cette élection? Donc, je pense que la question s'adresse plutôt à Jean-Paul. Et Jean-Paul, je vais vous demander d'ouvrir votre micro aussi. Voilà. Donc, la question, c'est la question cruciale, en fait, parce que nous avons des idées, nous avons une devise, évidemment, un idéal qu'on vient de vous rappeler, et cet idéal s'est transformé et décliné dans un programme, et pour appliquer ce programme, il faut d'abord qu'on s'empare des commandes, et ça passe par des élections. Les élections, telles qu'elles existent à la fédération, dans l'état actuel, c'est quelque chose de très compliqué. Les licenciés, qui sont 45 000, ont un droit de vote, mais c'est un droit de vote théorique, parce qu'ils n'ont pratiquement aucun pouvoir sur l'élection du président. Ils ont juste le pouvoir d'élire leur responsable de club. Alors que le président, lui, est élu par des délégués de ligue. Il y a 19 ligues en France, 2 délégués par ligue. Ça fait donc 38 électeurs au maximum. 38 électeurs en face de 45 000 licenciés, auxquels on ne va jamais demander leur avis, parce que, autre dérive d'un système déjà périmé, à notre avis, c'est qu'au lieu de procéder dans l'ordre normal, c'est-à-dire de faire voter la base d'abord et de remonter vers le sommet, les présidents ont pris la détestable habitude de se faire réélire par leur trentaine de grands électeurs qui, naturellement, leur sont tout dévoués, ce qui fait qu'il n'y a aucune possibilité légale pour les licenciés d'exprimer leurs idées. Alors, que faire en face de ça? Eh bien, la seule action possible, c'est de mobiliser tous les licenciés dans leur grande masse et qu'ensuite, leur vague remonte vers leur président de club et que ces présidents de club fassent remonter vers les présidents de ligue. De telle façon que les présidents de ligue se sentent très gênés aux entournures, voire même dans l'impossibilité de voter de nouveau pour un président sans en passer par l'avis de leurs licenciés. Et ça, il faut le faire avant les élections. Alors, il faut le faire avant les élections, c'est-à-dire que
dans la logique des choses, il faut le faire avant les élections, oui. Sauf que, évidemment, il y a la date des élections qui vient se greffer là-dessus. Et le calendrier de l'élection présidentielle, ce n'est pas nous qui le déterminons, c'est le président. Et il semblerait que le président soit bien décidé à se faire réélire de la même façon qu'il y a 4 ans, en escamotant complètement le débat des licenciés dès les premiers jours du mois de septembre. Jean-Paul, merci. On va tout de suite retrouver Diane pour la seconde question. Diane, pour répondre à la question, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent, on est même un petit peu surpris et très agréablement surpris. Vous êtes 482 à regarder en ce moment sur le live Facebook. Et il y a beaucoup de questions et parmi ces questions un peu anodines, mais à laquelle je vais répéter la réponse, la chose que j'ai déjà dit tout à l'heure. Qui est Diane Bauchet, me demande. Eh bien, Diane Bauchet est justement la jeune femme qui pose les questions aujourd'hui. Et c'est elle qui va poser la seconde question, Diane. Merci pour la jeune femme. Alors, c'est Christophe qui pose une question et qui dit « Ok, pour une nouvelle FFSA, mais qui pour participer à cette nouvelle FFSA? Et surtout, donc, à quelle date peut-on prévoir ces élections ?» Et c'est une question qui s'adresse à qui? Jean-Paul. Jean-Paul. Voilà. Alors, la date des élections, probablement en septembre pour celle du président, c'est-à-dire que c'est une assemblée générale de la FFSA. Assemblée générale, c'est un nom très pompeux puisque, comme je l'ai expliqué à l'instant, il y aura en tout et pour tout 38 participants. Alors, suprême raffinement, que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est que ces 38 électeurs sont pour la plupart sur la liste candidate du président pour le comité directeur. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment une élection, c'est plutôt une cooptation. Alors, en face de ça, la seule contre-attaque possible, la seule tactique possible, c'est d'aller attaquer quelques-unes des ligues et par là même mettre en difficulté leur président de manière à les obliger à réfléchir à l'avis de leurs licenciés. Et évidemment, au bout, il faudra que le président compte sur une liste d'opposition à son élection, quelle que soit la date qu'il choisira pour l'organiser. À l'évidence, on revient vers vous très vite, Jean-Paul. On va retourner voir Diane. Je voudrais quand même vous dire une chose qui est importante. On est submergé par le nombre de questions que vous nous posez. Alors, évidemment, c'est une grande première. C'est un petit peu l'acte fondateur de la création de ce pour une nouvelle FFSA. On fera d'autres conférences du même type dans lesquelles on rentrera plus dans le détail de chacune des disciplines. En 1 heure aujourd'hui, on n'aura évidemment pas le temps de répondre à tout ça, mais soyez certains en tout cas que toutes les questions que vous nous envoyez actuellement seront toutes prises en compte et toutes trouveront une réponse dans une des prochaines conférences qu'on tiendra par les mêmes moyens techniques. Diane, c'est à vous. Question suivante. Alors, une question de Gérard, toujours pour Jean-Paul. Comptez-vous présenter des listes dans chaque ligue lors des élections de celle-ci? Voilà. Jean-Paul. Idéalement, oui, mais nous ne présenterons de liste que en priorité, parce que il y a quand même 2 ou 3 ligues qui restent plutôt favorables à nos idées. Donc, celles-là ne sont pas considérées comme tenues par des présidents qui soient nos adversaires, mais plutôt des alliés. Donc, c'est plutôt les autres auxquels nous allons nous attaquer en priorité, parce que nous sommes quand même pas encore très nombreux et nous ne pouvons pas tenir un front très très large, mais nous pouvons opérer des actions très ciblées sur un front pas trop étendu. Diane, je me pose une question, moi. Est-ce que vous avez l'intention de poser des questions à d'autres que Jean-Paul Calmus? Oui, tout à fait, mais pour l'instant, c'est plutôt thématique. On est dans les questions d'ordre général. Oui. Donc, voilà, j'en ai encore… Parce que je sens mon Bernard Darniche qui est en train de prendre un coup de soleil dans son jardin. Là. Il faudrait éviter le soleil. C'est pas du tout ça. C'est quoi, Bernard? Mais je bouge simplement parce que ce que Jean-Paul est en train d'expliquer, c'est un système dictatorial soviétique où le président est coopté, non pas élu, et où le licencié de base, celui
pour lequel cette fédération a été faite n'a pas le droit au chapitre, n'a pas le droit à la parole. Je trouve ça invraisemblable que le président soit élu avant que les licenciés, et tout remonte à la fédération, mais on se moque de qui là depuis des années? C'est juste insupportable. Moi, quoi qu'il arrive, je n'avais jamais eu l'idée d'être dans ce système pour accéder à la fédération. Mais quoi qu'il arrive, je vais leur pourrir la vie tant que le système restera en place. Et j'ai des moyens de le faire. On a des réseaux. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui qu'on reste dans un système qui est un système soviétique de fait. Je boue à l'intérieur quand j'entends de nouveau des paroles qui sont prononcées par Jean-Paul et qui démontrent, mais mot après mot, que le système est totalement verrouillé. C'est insupportable pour moi. Et c'est marrant parce que quand Bernard boue à l'intérieur, on a presque l'impression qu'il boue à l'extérieur aussi. C'est très curieux ça. Diane, c'est à vous. Nouvelle question, Diane. Oui, alors, je vais regrouper deux questions. Faut-il être de nouveau licencié pour voter? Et si oui, nous dit Michel, je la reprends. Aurons-nous le droit de vote, c'est-à-dire un licencié égale une voix? Et à qui? Jean-Paul. Bien, alors, la réponse est oui dans les deux cas. Avec une licence, Jean-Paul. Avec une licence, on peut voter, mais on ne peut voter que pour son président de club. Et une licence égale une voix, c'est vrai jusqu'à un certain point. Il y a des systèmes dans les ligues et les ASA où on surpondère les voix des petits clubs et où on minore les voix des plus importants. Mais le droit de vote existe, mais il est très bridé. Voilà. Voilà, avant de retourner vers Diane pour une question suivante, je veux juste dire très poliment bonsoir à Olivier et à Frédéric qui nous disent tout simplement bonsoir, ce qui est toujours sympa. Ce sont des choses qui se perdent un petit peu par les temps qui courent. Donc, bonsoir à Frédéric, bonsoir à Olivier. Et Diane, c'est à vous pour une nouvelle question. Alors, toujours un petit peu dans le même ordre d'idées, donc c'est plus un regret qu'une question. Et donc, justement, Michel regrette que ce ne soit pas les licenciés qui élisent directement le président de la FFSA, mais bel et bien les présidents des comités régionaux. Donc, Jean-Paul, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Je crois qu'on peut dire que nous le regrettons aussi et que c'est un des points, je crois que c'est le point numéro 3 des 10 de notre programme, c'est de réformer les statuts pour que le vote soit beaucoup plus large et le plus tôt possible que tous les licenciés puissent voter. Aujourd'hui, on fait voter 40 millions de Français pour le président de la République. On doit pouvoir faire voter 40 000 licenciés pour un président de fédération. C'est pas ce qu'on appelle la démocratie? C'est la démocratie directe. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe, avec 45 000 licenciés. Moi, depuis que je me retrouve dans cette idée, dans cette mission, partout où je vais, je suis allé à Gap, à droite, à gauche, mais je suis assailli par des jeunes, des 21, 22, 23, 24 ans à Gap. J'ai été interpellé par des jeunes sur un parking en me disant « il faut nous débarrasser de cette secte ». Certains nombres ne prennent plus de licence depuis des années pour ça, parce qu'ils n'ont pas le droit au chapitre. Ils se sentent démunis et dépossédés de leur passion. Ils ne peuvent plus courir en France parce que leur voiture ne va plus être homologuée. Ils ne peuvent plus courir en France parce que les rallyes dans lesquels ils étaient, le rallye qu'ils allaient faire dans l'année, leur est interdit pour des raisons administratives. Et ils vont courir en Belgique. Mais vous vous rendez compte, quand on me dit ça à moi, alors que j'ai commencé le sport automobile, j'étais ajusteur dans une usine, j'ai commencé comme coéquipier, je n'avais pas un sou. Le système nous permettait de monter petit à petit, la Coupe Gordini et autres. Et aujourd'hui, tous ces jeunes talentueux, parce que, vous savez, j'ai toujours dit, les vrais champions du monde, heureusement, on en connaît quelques-uns, mais il y en a plein qui s'ignorent et qui ne pourront jamais démontrer leur talent. Il faut ouvrir au plus large. Et il faut ouvrir en commençant par le kart, accessible à tous. Même le kart aujourd'hui est inaccessible aux gens qui n'ont pas beaucoup, mais beaucoup de moyens financiers. On parle pas de petits moyens financiers. Si on n'a pas 100 000 € à mettre sur la table, on ne court pas en cadet aujourd'hui. En kart, j'entends. Mais c'est juste insupportable, quoi. Il faut que tout ça s'arrête. Merci Bernard, on a bien entendu votre message. Je vais rebondir sur une question qui nous est posée à droite parce que c'est une observation qui est souvent faite. Alors,
faut pas se voiler la face. C'est presque un reproche qui pouvait être fait, en tout cas une interrogation sur la moyenne d'âge de la liste pour cette présidence de la nouvelle FFSA. Bernard, si on peut dire un mot très rapidement là-dessus, Ben oui. en sachant que de toute manière, Nicolas est avec nous et qu'il est le témoin que cette liste ne sera pas celle que forcément vous croyez aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas encore dévoilée. Un petit mot, Bernard, sur la moyenne d'âge de cette liste. Ben, c'est pas un reproche, c'est un constat. Je suis vieux, les gens qui ont pris les choses en main ont à peu près le même âge, mais pour bousculer quelque chose, il faut des gens qui représentent quelque chose. Et malheureusement, aujourd'hui, on le constate dans cette fédération, je n'ai pas vu émerger une personnalité suffisamment forte, suffisamment crédible pour bousculer les choses établies. Moi, je veux bien. Être vieux, c'est un vrai problème. Et j'en suis le premier concerné, parce que être vieux, c'est mourir dans peu de temps. Mais vous savez, quand on regarde ce qui s'est passé à la fédération, on a eu le plus jeune président qui ait jamais eu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déglingué la fédération. Alors, quelquefois, les critères de jeunesse ne sont pas toujours très positifs, surtout quand on ne connaît pas le sujet. On ne connaît pas le sujet, on est jeune, c'est pas un critère de qualité, tout ça. Personnellement, moi, ce que je peux vous dire, je suis vieux, j'ai 78 ans, mais au moins, ça donne la certitude que dans 4 ans, je pense qu'on aura mis les choses en route pour redonner la parole et les commandes à des jeunes. Et à des jeunes, quand je dis des jeunes, c'est des filles et des garçons. Parce qu'on ne peut pas rester en place. Puis moi, j'ai autre chose à faire. Vraiment, j'ai autre chose à faire. Après, je regarderai ça de loin. Moi, mon but maintenant, aujourd'hui, c'est de faire péter le truc. Que ce soit pour moi ou les autres, on va faire péter ce truc-là. Ok, on en reparle Bernard, on reparle des moyens que vous avez, dont vous disposez pour faire, comme vous dites, péter le truc. Mais effectivement, la moyenne d'âge de cette liste, eh bien, je pense que ceux qui s'en inquiètent risquent d'être agréablement surpris au fur et à mesure des semaines qui viennent, où on vous présentera les différents membres de la liste. Ce sera l'objet d'une nouvelle rencontre entre nous. Il risque d'y en avoir pas mal dans les semaines qui viennent. On va aller retrouver la jeune femme des questions, Diane Savy. Alors justement, concernant l'équipe de campagne, donc Thierry demande qui constituera la base de ce projet, les 5 premiers lieutenants Bernard, par exemple. Avez-vous déjà constitué une liste? Avez-vous des noms? Bernard. Et qui? Bernard. Jean-Paul va répondre. Jean-Paul. Oui, tout est. Jean-Paul. Allez, Jean-Paul. On a tous les deux des noms. Alors, oui. Bernard connaît bien ses équipiers, moi aussi. Alors, lui, bien, tout le monde le connaît, donc on va commencer par son secrétaire général, disons. C'est Yvon Léon. Yvon Léon, c'est quelqu'un qui est de notre génération. Donc c'est pas un perdreau de l'année, comme on peut dire, mais il a beaucoup d'expérience. Il a été secrétaire général de la FIA pendant de nombreuses années, donc il connaît très bien le sport international. Et le karting en particulier. Et il connaît très bien le karting, dont il a été aux manettes au niveau FIA pendant une longue période. Donc voilà, Yvon et Léon en premier. Ensuite, je ne me présente pas, je l'ai déjà fait. Ensuite, nous avons Michel Trollet. Michel Trollet est un pilote de Formule 3000 de la fin des années 80 qui aurait très bien pu passer en Formule 1 s'il n'avait pas été accidenté. Et ensuite, il est devenu pendant 10 ans l'homme qui a fait renaître et amené au niveau du championnat de France le rallye du Touquet. Le rallye du Touquet que tout le monde connaît était mort lorsque Michel Trollet l'a fait revivre et l'a amené vraiment à un très bon niveau au bout de 10 ans. Ensuite, dans le sud-ouest, nous avons Alain Triot. Alain Triot, c'est un président d'ASA. Il est président d'une ASA importante dans le sud-ouest. Et c'est un spécialiste du véhicule historique, en particulier de la régularité sportive. Et j'aurais pu commencer par là, par galanterie, mais c'était par ordre d'entrée en scène. C'est Anne-Chantal Powell qui nous a rejoint assez récemment, dont tout le monde connaît la carrière de copilote en rallye, puisque c'était elle
la copine de classe et première équipière de François Delcourt. Et par ailleurs, elle est aussi pilote d'hélicoptère et journaliste. Donc voilà, alors ça, c'est vraiment le cercle le plus, c'est le réservoir d'idées et l'animation de la campagne de Bernard Darniche. Et il y en a d'autres. C'est en train de bouillonner tout ce système. On a lancé cette idée officiellement il y a à peine 3 semaines quand même, mais là c'est en train de bouillonner. Moi je reçois des coups de fil de partout. Des gens évidemment qui sont sous la pression de la fédération actuelle et dont ils subissent le chantage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un système de chantage aujourd'hui. Si jamais tu bouges une oreille, t'es mort. En gros, c'est ça quand même hein, que l'on subit à la fédération. Il faut faire basculer ce système pour reprendre des choses en main, pour enfin, pas comme en ce moment à la fédération où je ne sais même pas si aujourd'hui à la fédération auto, il y a encore des gens qui ont vu une auto de course de près. Je pense qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Cette fédération, c'est un ministère administratif qui ne sait plus ce qu'il fait. On a eu la crise sanitaire, là, on l'a vu, hein, ce dont sont capables les ministères, c'est-à-dire emmêler les choses, ne plus savoir même eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'on casse ce système. Vous savez, quand on met un juriste à la tête d'une fédération, ben un peu, on a ce qu'on mérite. Hein. Quand ça dure 4 ou 5 ans, je veux bien, mais quand ça dure 20 ans, il faut que ce système change. Il faut que le système redevienne opérationnel. Il faut qu'il y ait des idées marketing. Il faut que le sport automobile vive et tendre la main à ces licenciés passionnés. Autrement, ça ne marchera plus. Et avec la crise économique qui est en train de nous tomber sur le coin de la figure, là, si jamais la remise en question n'est pas violente et qu'on redescend le niveau de tout ça, ça ne marchera pas. Tout va disparaître. Aussi bien en ce moment que beaucoup d'écuries officielles vont disparaître. On n'en parle pas parce qu'on sort de prison depuis 2 mois et demi, là, et je vous garantis qu'après les vacances, le réveil va être très difficile. Il va falloir que tout le monde prenne conscience que si on ne se bouge pas d'une façon violente et si on ne se remet pas en question, on va tous y passer. Hein. Ok Bernard, on a compris le message et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler parce que c'est un message qui me tient particulièrement à cœur et on va avoir évidemment l'occasion d'en reparler. Vous savez qu'il est 18h27, il y a 260 personnes qui nous regardent en direct, ce qui est beaucoup pour un Facebook Live. Et ces 260 personnes, elles voient un petit gars au milieu de l'image qui s'appelle Nicolas Beuvray, qui est tout jeune, qui est un petit peu le porte-drapeau de toute la jeunesse dans le sport automobile français. Et Nicolas, moi je serais lui, j'aurais un peu envie de m'en aller dans la mesure où il est là depuis 27 minutes. Il a dit 2 phrases. Alors Diane, si on avait une question pour Nicolas, ce serait peut-être pas mal. À vous de voir, Diane. Ah. Dans la série, on fait moins compliqué. Non, Diane, il va falloir vous reconnecter. Voilà. Diane, voilà, vous êtes là. Non, on vous entend pas. Non. Il va falloir il va falloir vous déconnecter, Diane, et vous revenez. Pardonnez-nous ces petites contraintes techniques. Voilà, bah tiens, je vais justement faire une petite transition avec vous, Nicolas, en attendant que Diane ait résolu ses problèmes techniques. Nicolas, comment vous dépeindriez par rapport à l'univers du sport automobile français? Je m'explique. Est-ce que vous considérez que vous êtes des laissés pour compte? Est-ce que vous considérez que vous êtes des chevilles ouvrières de ce sport dont ce sport ne peut pas se passer? Comment vous voyez-vous? Comment vous considérez-vous, Nicolas? Effectivement, je fais aujourd'hui partie de la jeune génération. Et cela n'empêche de voir les problématiques. Effectivement, Bernard a un peu plus de vécu sur certains sujets. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la chance, quelques années. Non, j'ai la chance d'avoir copiloté. J'ai la chance aussi d'avoir débuté tout jeune par le karting, mais malheureusement, je me suis aussi ramassé face à certaines problématiques qu'il a expliquées. Moi, j'ai mes 2 parents qui sont aujourd'hui ouvriers. Et malheureusement, il me manquait certainement un peu de talent, mais il manquait surtout énormément de budget. À l'époque, mes parents s'étaient renseignés pour que je puisse suivre une école de karting, et les prix étaient totalement déjà délirants à l'époque. C'était infâme, et donc, très vite, j'ai arrêté. Je n'ai pas eu le choix.
Et malheureusement, aujourd'hui, mon cas, c'est le cas de nombreuses personnes, donc de nombreux passionnés qui ont C'est le voulu cœur du commencer. problème. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accession au sport auto est devenue délirant. Aujourd'hui, il faut des budgets à 5 ou 6 chiffres, ne serait-ce que pour acheter du matériel. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, on va plus aller faire un emportement et on va favoriser les gens qui ont un porte-monnaie au lieu de favoriser les gens qui ont du talent. Et ça, aujourd'hui, moi, ça me révolte parce que je vois des gens qui sont extrêmement compétents, que ça soit avec un coup de volant ou derrière une organisation, et qui n'ont pas leur mot à dire, simplement parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas riches. Et effectivement, je suis certainement, vous le dites, le porte-parole de ces gens-là, parce que je travaille et quand même, je passe du temps, j'occupe du temps, je prends des vacances, je prends des congés exprès justement pour faire tourner un petit peu toute cette machinerie, que ce soit au sein d'une organisation ou au sein même d'autres. Je donne des coups de main pour faire en sorte que des pilotes, des copilotes, d'autres personnes puissent courir sans jamais rien réclamer, que ce soit en euros ou en temps. Donc voilà, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Bernard, il est temps que ça bouge. Parce qu'aujourd'hui, cette chose-là n'est plus possible. Le sport auto, encore plus avec ce qui s'est passé récemment, est à la croisée des chemins. Et voilà, il faut que ça change. Sinon, malheureusement, nous allons voir tout ça s'arrêter, je pense, rapidement, puisqu'il y a énormément de gens qui sont à bout de souffle. La pyramide des âges le montre. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui jettent l'éponge, que ce soit en termes de concurrents ou d'organisateurs. Et je trouve ça regrettable. Nicolas, mais pourquoi explique-nous la vision idéale que tu te fais de l'accès d'abord au karting et après la suite. Tu dois avoir une idée parce que le problème dans lequel tu t'es trouvé, qui est le mien pour mon petit-fils, pour moi au départ, et évidemment qu'il y a du temps à passer, les paramètres ont changé, mais donne-nous les idées parce que je pense que tu ne vis que pour ça. Depuis le départ, tu ne vis que pour ça. Donc, tu dois avoir des idées extrêmement précises sur les façons de redonner du sens à tout ça. Ah, bien évidemment, aujourd'hui, il faut remettre des formules de promotion qui soient accessibles à tout le monde. Quand vous voyez, par exemple, en rallye, il faut 60 000 € à l'année pour pouvoir partir, ne serait-ce que pour débuter. C'est totalement aberrant. Aujourd'hui, il faut permettre à des jeunes, même qui ne soient pas formés, de pouvoir débuter. Il faut relancer des actions de section aux 4 coins de la France. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui doit permettre de relancer le sport, de permettre à des jeunes qui ne sont pas forcément très riches d'accéder à ce sport via des sélections. Voilà. On va retourner, pardon, on va retourner sur la dame qui pose des questions. Diane, est-ce que vous avez réussi à mettre le fil bleu sur le bouton bleu et le fil vert sur le bouton vert? En gros, est-ce que vous êtes disposé à poser les questions suivantes? Oui, tout à fait, mais justement, on va rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. Il y a Fred qui demande justement s'il y aura des amateurs. Alors, c'est encore une question pour Jean-Paul. J'ai encore une ou deux questions pour Jean-Paul pour bien cerner le projet. Y aura-t-il des amateurs dans votre équipe? Et peut-on voter pour une liste? Ils souhaitent en savoir plus et réclament plus d'horizontalité dans les décisions. Donc, encore une question pour Jean-Paul. Alors, excusez-moi, l'horizontalité, c'est vraiment la participation des acteurs de base du sport automobile. Par là, nous entendons ceux qui sont derrière un volant, nous entendons aussi ceux qui sont au bord de la route avec des drapeaux ou des signaux. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons des objectifs, dont celui de faire un sport plus juste, c'est-à-dire plus accessible à des gens qui n'ont pas forcément autant d'argent que de talent. Et ça ne se décrète pas, c'est une volonté politique, mais ensuite, ça va être mis en musique par des commissions. Les commissions, elles existent déjà, ce sont des groupes de travail qui sont chacun chargés de faire des propositions qui tracent l'avenir d'une discipline, que ce soit les rallyes, les circuits, les courses de côte ou les véhicules historiques. Et nous avons déjà, j'ai cité tout à l'heure 5 personnes qui faisaient partie
de l'équipe de campagne. Mais nous avons déjà une vingtaine de personnes en tout qui sont réparties dans 7 ou 8 commissions que nous avons déjà formées. D'ailleurs, Nicolas fait partie d'une de ces commissions parce qu'il a beaucoup d'idées dans le domaine du rallye. Il aura l'occasion de les exposer tout à l'heure. Mais Nicolas est l'exemple ce soir de la manière dont nous concevons cette horizontalité et cette participation des acteurs de base. Diane? Oui, alors j'ai peut-être pas une dernière, mais une question qui nous vient de Jeff. Est-ce que vous mettrez des représentants, des adjoints pour chaque discipline, rallye, circuit, kart? De même, mettrez-vous en place des conseillers pour chaque discipline par région, sous les directives des adjoints en place? Jean-Paul. Alors, de même qu'il y a des commissions, elles existent déjà, mais ce que nous voudrions, c'est qu'elles travaillent dans un autre esprit, c'est-à-dire qu'au lieu d'être des courroies de transmission du haut, elles soient des courroies qui remontent les idées du bas. Alors, il y a quelque chose de très symbolique à quoi j'ai assisté personnellement en tant que membre d'une commission, c'est que j'ai connu une époque où le président de commission était désigné par les membres de la commission, c'est-à-dire par ses pairs, et j'ai connu un moment où ça a basculé dans un autre système, et tout d'un coup, le président a été désigné par le président, président de la fédération, mais des hommes à lui, en place, à la tête de chaque commission. Ce qui veut dire que ça change complètement le sens du travail. Au lieu d'être une force de proposition, la commission devient exécutante. Et elle ne sert plus qu'à gérer au fil de l'eau et à établir le calendrier de la saison prochaine. Mais il n'y a plus de vision d'avenir qui se dégage du travail d'une commission. Or, nous voulons donner nos visions d'avenir à chaque commission, de manière à ce qu'elle se dirige vers cette direction-là, et non pas qu'elle obéisse à un schéma qui a déjà été tracé en comité directeur. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Bernard, je vous ai entendu acquiescer. Ben oui, parce que derrière tout ça, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus de dialogue. Les gens n'osent plus exprimer leur opinion parce qu'ils savent que ça ne servira à rien, ou peut-être au maximum à se faire remonter les bretelles en s'entendant dire « écoute, ça va, tes idées de merde, tu les gardes pour toi et puis on en parlera un autre jour ». Parce que c'est ça qui se passe en gros, quand même. C'est que les bonnes idées, la plupart du temps, elles ne sont pas reprises. Et finalement, il y a une espèce de ronron, un train-train qui s'instaure et tout va bien dans le meilleur des mondes pour le haut. Mais pour le bas, il ne se passe plus rien. Moi, j'ai quand même un problème, c'est quand on vient me dire « je ne prends plus de licence depuis des années parce que ça ne sert à rien ». On m'a privé de ma passion, ça résume tout quand même, ça. Et ces gens, comme Nicolas, ne vivent que pour ça. Comme à un moment, moi, je ne vivais que pour ça. Pourquoi je ne vivais que pour ça? Nicolas va le comprendre. Je ne voulais pas retourner à l'usine comme ajusteur. Quand on vous tend une perche, quand il y a la ficelle, la bonne, ben vous la tirez et vous essayez d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut revenir à des choses simples. Les voitures de garagistes n'existent plus aujourd'hui. On ne peut pas préparer sa voiture dans son coin. Ce sont des systèmes qui sont tellement sophistiqués. Il faut au moins que la base puisse continuer à s'amuser entre potes, à préparer les voitures et à les engager. Comment peut-on imaginer aujourd'hui que ce système ne soit réservé qu'à la Belgique et à d'autres pays d'ailleurs, qui ont simplifié, mais d'une façon très drastique, les règles d'accès à la compétition automobile? Et je parle évidemment aussi pour le kart, qui est devenu très sophistiqué. Le kart est devenu impossible. Même si on a pris beaucoup de retard sur notre planning, parce qu'il nous reste que 60 moins 39, 21 minutes d'émission. Je pense qu'il est intéressant de laisser Nicolas rebondir sur ce que Bernard disait, et notamment sur cette phrase, comme quoi finalement c'était la seule chose, la chose la plus importante dans notre vie, Nicolas. Est-ce que vous confirmez être quelques années plus tard le même que Bernard Darniche? Bah écoutez, de ce que j'entends, oui, effectivement, aujourd'hui, je passe beaucoup de mon temps à aider. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, il est impératif de faire évoluer les choses.
Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui ne vivent que pour le sport auto. Et c'est important de faire bouger les choses pour ce type de personnes. Nicolas, je voudrais te poser une question. Tu bouillonnes d'idées, d'envie, de dévouement. Est-ce que tu as eu l'opportunité de parler avec Nicolas Deschaux pour lui porter tes idées? Malheureusement, non, parce que, comme on l'a évoqué, simplement le système est tellement verrouillé que c'est impossible. C'est impossible de faire remonter n'importe quelle idée de la base. En fait, c'est pas compliqué, quoi. Il y a des gens qui travaillent et qui sont tout en bas, et puis voilà, c'est tout. La moindre idée, en fait, est court-circuitée entre-temps, et il est impossible, ne serait-ce que même de lui parler, ou de toute façon, je pense qu'il s'en fiche. Et voilà, non, c'est totalement impossible de ramener une idée jusqu'en haut de la pyramide de la fédération actuelle. Moi, je ne sais pas Voilà. comment ça va se passer, l'avenir, hein. Mais tout le monde vient me parler, hein. Moi, personne n'a l'interdiction de me parler depuis que j'existe. Parce que c'est le premier signe de politesse. Parler aux gens, les écouter, dialoguer. Et il faudra que ce soit mis en place. Le système que je ressens dans cette fédération, c'est un système autoritaire, où tout le monde a peur de tout le monde, parce que tout le monde veut garder sa petite place. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra abolir à tout jamais. Je ne sais pas comment ça se passera, mais de toute façon, si on y arrive, ce sera liberté de parole absolue. On a le droit de dire des conneries. On a juste une interdiction, c'est de se taire. Pour moi, c'est comme ça la vie. Ok Bernard, on a bien compris effectivement les axes d'amélioration par rapport à ce qui existe actuellement au niveau de la Fédération française du sport automobile. Alors, on s'est un petit peu mélangé dans nos thématiques de départ. Donc, ce qu'on va faire, Diane, on va vous donner la parole. J'ai vu passer une question sur les relations avec le ministère. Je sais que c'est une question qui avait été relevée sur Internet. Non, j'ai une bêtise. C'est pas une question qui avait été relevée sur Internet. Donc, Diane, c'est une question qu'on abordera dans les semaines qui viennent lors d'une prochaine réunion. En tout cas, Diane, une nouvelle question. On va s'extraire un petit peu du canevas qu'on avait déterminé dans la mesure où on est en train de déborder. Et il y a tellement de questions qui se posent. Diane, je vous laisse poser la suivante. Mais je crois qu'il va falloir réorganiser quelques séances parce qu'on va jamais avoir le temps. Donc, j'ai encore une question pour Bernard. Dans le cadre du remaniement de la FFSA, pensez-vous pouvoir modifier les règlements des diverses disciplines du sport auto sans que la FIA ne vous impose des directives? En clair, pensez-vous être libre de faire ce que demandent les licenciés, qui sont quand même la base? On a fait le point de cet élément avec on a la preuve que les pays alentour de la France, frontaliers, ont pris des règles de la FIA et les ont triturées pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est fait, c'est possible. Vous savez, quand on ne veut rien faire, c'est très facile de... J'ai l'impression d'entendre parler un ministre de temps en temps en France en disant « je ne peux rien faire, c'est l'Europe. L'Europe m'interdit de tout faire. » Non. Quand on veut faire quelque chose, on fait les choses. On les rend plus simples, on les rend accessibles, puisque les Belges le font, les Suisses le font. Les Suisses, ils le font. Pourquoi en France, on ne peut pas le faire? Rendre les choses plus simples, plus accessibles, moins normées, plus accessibles. Ça doit pouvoir se faire et on le fera. Diane. Jean-Paul, confirme. Je parle sous ton contrôle, c'est toi qui a toutes les données. Oui, Bernard, on déborde. Bernard. Il a beaucoup parlé. Bernard s'en fout du conducteur et du chrono, mais moi je suis là pour le faire tenir. On déborde, mon cher Bernard. Alors Jean-Paul, en deux mots, on va vexer Bernard. Mais en deux mots. Non, je ne suis pas vexé. Je confirme que Bernard a raison. Parce que voilà. On s'en rend compte, c'est clair. Voilà, j'ai bien aimé la qualité de votre réponse, Jean-Paul. C'est parfait. On retourne vers Diane avec de nouvelles questions. À qui s'adressent-elles et par qui sont-elles posées? Alors là, ce sera plutôt, on va rebondir toujours sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Et dans la série, on va essayer de faire moins compliqué. Que faudrait-il faire? C'est Christophe qui pose la question. Le remplacement tous les 5 ans, par exemple, du siège, du harnais, pourrait-il être envisagé autrement? En cas de choc, par exemple, ou au nombre de rallyes. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. C'est du concret, mais qu'est-ce qu'il faudrait envisager? Alors,
Effectivement, ce serait logique, comme c'est l'usage à l'heure actuelle avec les ceintures et les airbags sur les véhicules de tous les jours. Par contre, concernant le fait de remplacer les harnais et les sièges tous les 5 ans, je pense que nous allons réfléchir à un système d'homologation par nombre de rallyes et non plus par une date arbitraire. Aujourd'hui, c'est aberrant, on se retrouve à jeter des harnais et des sièges au bout de 5 ans alors qu'ils sont pratiquement neufs. Les 3 quarts du temps, ils ont fait 4 ou 5 courses et au final, sous prétexte que la pseudo-date de péremption est passée, on se retrouve à les jeter. Donc non, le but étant de permettre de garder des éléments de sécurité au-delà de 5 ans, s'ils ont peu servi. En plus, aujourd'hui, avec le digital, on a tous les moyens de contrôler les jets qu'une voiture a pris. Hein. Ouais. Justement, il y a Frédéric qui demande suspendre les dates de validité des sièges et harnais. Bon, on revient à la question précédente, voire même les supprimer peut-être. Donc, il y aura peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, à changer, en tout cas, changer les choses et faire moins compliqué. Bernard, ça. Bernard, plutôt. Je pense que c'est un problème de volonté. Encore une fois, quand on a envie que les choses changent, on ne peut pas s'abriter derrière une soi-disant ombrelle d'empêcheur de tourner en rond. On se met autour de la table, on en discute et puis on va jusqu'au bout du système. Et puis si on bute sur un système qu'on ne peut pas changer, après tout le monde est au courant. Mais à force de dire non, on ne peut pas le faire, c'est pas nous, c'est l'autre, vous voyez ce qui se passe, ça fait 20 ans que plus rien ne change, ou quand ça change, c'est pour donner des pénalités à tout le monde, rendre les choses plus chères, rendre les choses plus inaccessibles. De toute façon, ça va se faire naturellement avec la crise économique qu'on va prendre. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont savoir s'adapter. Merci Bernard. Alors, je regarde en même temps les questions qui nous arrivent en direct et c'est vrai qu'il y a énormément de questions, et Diane, c'est à vous que je m'adresse, il y a énormément de questions qui tournent autour des coûts. On a commencé à aborder ce problème des coûts. Je sais qu'il y avait également, avant même cette séance en direct, il y avait également beaucoup de questions sur les histoires de coûts, Diane. Oui, alors dans la série On fait moins cher, alors là j'ai des questions qui s'adresseront peut-être plutôt à Nicolas ou à Bernard, enfin bon, peut-être à Bernard dans un premier temps. Il y a Christophe qui demande concrètement quelles mesures comptez-vous mettre en place pour diminuer les coûts de la pratique du sport automobile en général? Je pense que c'est à Nicolas. Nicolas a réfléchi à ça. Il est plus près du début. Moi, je suis plus près de la fin. Mais non. Mais si, c'est évident. Non, mais c'est à Nicolas de donner Nicolas, ses idées. As-tu réfléchi à ça? Bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, faire moins cher est l'un des 3 points de notre devise et nous en faisons notre volonté politique majeure. Il faut que les efforts de tous les groupes de travail, que ce soit sportifs, techniques et homologation, sécurité, équipement, etc., devront converger dans ce sens. Et les arbitrages y privilégieront toujours le moindre coût et non les redevances encaissées par la fédération, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Oui, donc il faut, là j'ai une autre question de Frédéric justement qui pose comment envisagez-vous la réduction des coûts qui n'ont eu de cesse de grimper ces dernières années en stagnant parfois mais sans jamais descendre hein, justement. Et Jérôme, pourquoi les courses de véhicules historiques coûtent si cher en France? Les passeports VH sont hors de prix alors que les modernes sont gratuits. Bernard? Je pense que les gens de la fédération n'ont pas compris qu'il fallait. Vous savez, c'est un peu le syndrome de l'hypermarché. L'hypermarché a compris très rapidement qu'il fallait des marges très faibles sur des millions d'individus. Nous, on n'est pas des millions, mais je crois qu'à force de vouloir être élitiste, de prendre l'argent, soi-disant, comme on entend souvent dire où il est, on se passe de. Il vaudrait mieux avoir 150 000 licenciés, très peu taxés, plutôt que 45 000 qui n'arrivent plus à survivre par rapport à ce qu'on leur offre. Vous savez, il y a la loi de l'offre et de la demande. Il va falloir qu'on fasse du marketing dans cette fédé. C'est un mot, je crois, qui a été totalement oublié. Le marketing n'existe pas. Et de ce fait, si le marketing n'existe pas, les relations avec le constructeur n'existent plus, parce que le constructeur a des besoins aussi. Les constructeurs automobiles ont des besoins. Ils ont besoin de faire vivre leurs agents, leurs concessions dans les régions, etc. Tout ce petit monde ne vit plus ensemble. Il y a des équipes préparatrices d'engins, que ce soit de cartes et autres, et le monde économique est complètement exclu.
La fédération s'est isolée elle-même de tout ce système. Comme on est de moins en moins de licenciés, évidemment, les coûts vont péter. Il faut que ce soit beaucoup plus large. Je ne me rappelle pas, au moment où je courais, combien nous étions de licenciés. Mais je crois, il me semble que c'est 70 ou 80 000, quelque chose comme ça. Hein. Je parle sous ton contrôle, Jean-Paul. Et aujourd'hui, Jean-Paul, on est aux alentours de 45 000, hein, me semble-t-il. On est aujourd'hui 45 000. En 2002, il y avait, on était plutôt près on avait 20% de plus à peu près. Mais bon, le sport automobile était moins répandu dans les années 60-70. Il s'est fortement développé parce que il est devenu accessible aux classes moyennes ou même populaires, alors qu'auparavant c'était réservé à la grande bourgeoisie, c'est sûr. Donc il y a eu démocratisation dans les années 60, 70, 80. Et puis à la fin du siècle, ça s'est arrêté. Et on a eu l'impression d'une pente descendante, au contraire, parce que en termes de pouvoir d'achat, c'est devenu quelque chose de plus cher. Alors que Bernard et moi avons connu une époque bénie où ça devenait au contraire de moins en moins cher. Alors, effectivement, c'est là où on retombe sur du marketing. Il faut avoir un produit qui corresponde au pouvoir d'achat des clients potentiels. Il reste 9 minutes, hein, donc il va falloir véritablement serrer les problèmes pour essayer. On sera loin d'avoir posé toutes les questions qu'on avait prévu de poser, mais en général, c'est le lot commun de ce genre de manifestation. Il est très rare qu'on arrive à poser toutes les questions qu'on souhaitait poser au départ. Essayons d'avancer peut-être vers d'autres thématiques. Diane, je vous laisse poser la prochaine question. Les bénévoles. Oui, donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur des thèmes comme les rallyes. On a beaucoup de questions sur les rallyes, évidemment. Mais là, je pense qu'on pourrait parler des bénévoles qui ont quand même un rôle très important. Et justement, Guillaume pose une question. Les commissaires ont un rôle ingrat parfois et pas assez reconnu. Comment voyez-vous la formation des commissaires de route, de piste, techniques et autres bénévoles? Et qui va répondre, Diane? Plutôt Bernard, peut-être? Bernard. Non, je pense que Nicolas a des idées là-dessus aussi. Moi, il y a des choses qui me choquent. Il y a des choses Jean-Paul aussi, je pense. Hein, simplement. On a tous des idées. On a tous des idées. Voilà, moi, les choses qui me choquent. Oui, Nicolas. On commence par Nicolas. Allez, Nicolas. Pas de souci. Bon, déjà, il faut avoir une politique globale de valorisation des bénévoles. Je pense qu'aujourd'hui, pour que notre sport, c'est un enjeu vital pour notre sport de rendre cette fonction plus attractive et gratifiante. En tout cas, du moins pour les jeunes. Et en plus, il est choquant de voir qu'aujourd'hui, les jeunes bénévoles doivent payer une licence. C'est monstrueux, ça. C'est ça. Payer une licence pour être sur le bord de la route, c'est rarement gratifiant. D'autre part, il faut que ceux qui les encadrent doivent les encourager, les valoriser, les promouvoir. Il faut aujourd'hui réduire la fracture que nous sentons chez les bénévoles entre les chasubles jaunes et les chemises blanches. Il faut pouvoir valoriser ces gens-là et leur permettre petit à petit de monter dans la hiérarchie de la fédération. Nicolas, Bernard, on n'en a pas parlé ensemble. J'en ai longuement parlé avec Jean-Paul. Ce type de bénévole, voilà, qui est passionné, parce que quand même, quand on est au bord de la route, c'est qu'on n'a pas les moyens certainement de courir, on les aura un peu plus tard. Payer une licence, c'est quelque chose de monstrueusement, mais complètement illogique. On en a parlé avec Jean-Paul. Moi, j'ai vécu, puisque j'avais une agence de marketing à l'époque qui marchait bien, j'ai vécu l'époque où dans le football, les arbitres et tous les gens qui étaient autour ont été, entre guillemets, achetés par but. On a mis des décorations vestimentaires, des tenues vestimentaires qui valorisaient le commissaire ciblé à la marque de l'industriel ou du commerçant. Pourquoi on ne pourrait pas aussi, entre guillemets, vendre cette action? Ça pourrait être un assureur, puisque la plupart des bénévoles assurent la sécurité. La sécurité, c'est l'assurance. Je vous fiche mon billet que si les relations étaient prises au bon niveau dans certaines compagnies d'assurance, ce serait tellement valorisant
de montrer qu'on s'occupe de la sécurité et des spectateurs et des concurrents. Mais si on n'essaye pas de bousculer ces idées reçues, on n'arrivera à rien. Et moi, je vous garantis qu'aller voir des gens, des présidents d'assurance, en leur vendant cette aventure commune, avec cette espèce d'échange qui est entre le spectateur, le commissaire et le concurrent, c'est une aventure humaine formidable. Nous, dans le sport automobile, on sait que ça remue des passions incroyables. On doit pouvoir changer les choses. C'est juste un exemple. Je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas. Mais je suis tout à fait d'accord, et ça fait justement partie des axes que l'on souhaite développer dans une de nos commissions, justement, de pouvoir faire, entre guillemets, du marketing, en rendant les tenues des commissaires qui sont extrêmement flashy, que ce soit sur le bord des routes ou devant les caméras de télévision quand c'est retransmis, de pouvoir s'en servir comme support publicitaire, justement, pour en financer une partie de tout cela, une partie de la valorisation, du recrutement, de la formation et de la promotion des commissaires. Moi, je voudrais faire une entorse un petit peu au schéma d'émission qu'on avait prévu. Je vais piquer la place de Diane là pendant quelques minutes pour poser une question qui va s'adresser soit à Bernard, soit plus vraisemblablement à Jean-Paul. Moi, je suis avec vous depuis une quinzaine de jours. Je lis beaucoup ce qui se passe sur Facebook et je constate un climat que je n'ai pas connu, moi, quand je présentais des émissions sur le sport automobile. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de confraternité dans le sport automobile. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette confraternité n'est plus là et que reconstruire un sport automobile, réaugmenter le nombre de licenciés pour revenir dans les standards d'il y a une vingtaine d'années, ça va être quelque chose de très, très difficile si on a sans arrêt des bâtons dans les roues. Et quand on lit Facebook, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas pour l'intérêt du sport automobile, qui jouent contre et qui jouent contre avec beaucoup de violence, avec des termes très durs. On lit des trucs très durs sur Facebook. Comment Jean-Paul, vous qui êtes un ancien du sport automobile, vous avez couvert un nombre considérable d'épreuves, comment vous vivez cette atmosphère générale dans le sport automobile? Je vais vous demander de répondre assez brièvement parce qu'il nous reste 4 minutes et après le signal de Facebook coupe. Donc je vais vous demander quelle est votre opinion là-dessus, Jean-Paul? Je vais dire une chose, c'est que depuis l'époque des émissions de télévision et depuis surtout le développement des réseaux sociaux, les prises de parole concernent la multitude et forcément on a tout et le contraire de tout, et puis dans l'expression il y a différents niveaux, ça fait partie du jeu et il faut tirer l'essentiel et ne pas s'arrêter à ce qui est outrancier ou accessoire. Mais il y a quand même toujours une leçon à en tirer. La preuve d'ailleurs, c'est que on arrive à le faire ce soir. Il faut dire que depuis qu'on a ouvert cette page Facebook Nouvelle Fédération pour porter notre idéal et pour porter notre programme, elle a été ouverte le 14 avril et au mois de mai, nous avons eu 200 000 visiteurs uniques. 200 000. 200 000, c'est un déplacement formidable de l'audience du sport automobile. Il y a 30 ans, 200 000, c'était ce que le tirage du mensuel échappement. Aujourd'hui, malheureusement, ils s'en sont considérablement éloignés. Mais le potentiel de 200 000, il est toujours là. La preuve, c'est qu'on le retrouve sur un réseau social qui n'a que 6 semaines d'existence. Alors, Jean-Paul, pardonnez-moi, je vais vous couper, mais parce que le signal va être coupé dans 2 minutes et j'aimerais poser cette question à Bernard. On va rester sur ce même axe, sur ce même angle. Est-il possible de construire quand on a l'impression que tous les acteurs du sport automobile ne sont pas derrière nous, Bernard? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Je vais vous demander une réponse courte, parce qu'après on sera obligé de conclure. Le signal va être coupé, Bernard. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que cette fédération s'est totalement isolée de la société en général. Elle ne donne pas son avis, par exemple, sur la sécurité routière. Elle pourrait au moins donner son avis. Quand on connaît les statistiques très faibles d'accidentologie chez les licenciés automobiles et karting, il n'y a pas d'accident. Hein. Les gens qui sont à la fédération ne sont pas générateurs d'accidents parce qu'ils ont la sensibilité au risque, ils savent de quoi on parle. Pourquoi cette fédération ne donne jamais son avis nulle part et c'est complètement isolé du reste de la société?
je le dis en connaissance de cause. Moi, je prends parti quand on me pose des questions sur le 80 km/h dans les médias, etc. Je donne mon avis. Et si on prend cette fédération, on continuera à donner notre avis, mais un avis positif, en essayant d'être des acteurs actifs et en apportant des vraies solutions et des preuves que nous avons des bonnes solutions. Et d'un seul coup, l'automobiliste moyen lambda va se rendre compte que c'est une fédération qui existe et qui peut aussi accéder à ses désirs simplement, ou à porter ses paroles. Les automobiles clubs en ce moment que nous avons en France, contrairement à l'Allemagne, sont des automobiles clubs marketing. Ils ne se préoccupent pas du bien-être de l'automobiliste moyen. Ils font semblant de le faire. Mais regardez en Allemagne la DAC qui s'occupe de la compétition automobile, mais la DAC s'occupe aussi, entre guillemets, de l'automobiliste moyen que nous sommes tous. Il prend parti politiquement et il dit des choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut retourner dans la vie. Si on est à côté de la vraie vie, on n'est jamais non seulement perçu, mais on suscite de la méfiance. Et la méfiance, à terme, suscite un rejet. Et c'est ce qu'il faut arrêter de faire. Voilà, c'est une bonne conclusion à cette émission. Il faut arrêter d'utiliser la méfiance. Diane, merci d'avoir été avec nous. Je mets fin à votre CDD pour aujourd'hui. Et merci en revanche à vous tous, à vous trois d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions. Malheureusement, comme c'est toujours le cas dans ce type d'émission, on a été pris par le temps, on n'a pas pu développer évidemment l'ensemble des points du programme, mais vous trouvez tout ça sur Facebook. Un petit mot quand même d'autosatisfaction. Vous avez été plus de 300 à nous suivre avec 178, comment on appelle ça, des likes, des cœurs, des machins, enfin des trucs formidables. Donc, on est content. Merci Nicolas, merci Jean-Paul, merci Bernard, et merci surtout à vous tous qui avez été avec nous aujourd'hui et vous êtes restés pendant toute l'heure. Et ça, c'est important à nos yeux parce que ça veut dire que le débat vous intéresse. C'est pourquoi on va en faire d'autres dans les semaines qui viennent. Soyez-en sûrs. Merci à vous tous et à très bientôt. Salut.